Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Raconte-nous l'histoire. Et aujourd'hui, ça va être l'histoire des soldats africains pendant les guerres mondiales. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que les colonies françaises ont fourni beaucoup de soldats pendant les deux guerres mondiales, notamment pendant la deuxième, et notamment certaines régions des colonies. Vous avez tous entendu parler par exemple des tirailleurs sénégalais. Et ça, c'est parce que pendant les années 1900, a été développée une théorie scientifique comme quoi il y avait des races supérieures et des races inférieures. C'est notamment les études du docteur Bordier. Il montrait qu'il y avait différentes races qui étaient susceptibles de mieux faire certaines choses. Ce que le général Mangin a réutilisé dans son livre La Force Noire qui est sorti en 1910 et qui a été beaucoup utilisé pendant la guerre. Pour Mangin, la France disposait de réserves pour ainsi dire infinies dans les colonies de soldats et donc la France devait gagner la guerre tout simplement grâce à eux. Les premières semaines de la Première Guerre mondiale étaient assez compliquées pour l'armée française. Il y a eu pas mal de morts, c'était très compliqué. Et 189 000 hommes furent recrutés dès le début de la guerre, du coup en AOF et en AEF, dont 134 000 qui combattent, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont utilisés en tant que conducteurs. Enfin, ils sont utilisés pour d'autres choses, parce que il y avait un certain a priori au départ, comme quoi ce n'était pas assez glorifiant pour les Français métropolitains de se battre auprès de Noirs. Cet appel aux troupes des colonies fut intensifié en 1917 par deux personnes. D'abord Clémenceau, qui intensifia du côté du gouvernement français, et il réussit à intensifier cet appel aux troupes grâce au député sénégalais Blaise Diagne, qui va donc aller en Afrique et qui va leur dire qu'ils sont citoyens français, qu'ils doivent se battre et que en versant le même sang, ils vont gagner le même droit, ce qui n'est pas du tout le cas. Dès 1914, 200 000 tirailleurs sénégalais sont envoyés au front et 30 000 meurent très rapidement. C'est un recrutement qui va être forcé dès 1915 du coup et encore plus renforcé dès 1917. Certes, les soldats veulent parfois venir faire la guerre tout simplement parce que pour une personne qui habite en Afrique, notamment qui est pauvre, mais comme les soldats pauvres métropolitains, en fait faire la guerre ça veut dire avoir de quoi se nourrir, avoir normalement une certaine pension, chose qui n'est pas tout le temps le cas, mais ça veut quand même dire de quoi se nourrir et surtout que je vous rappelle qu'en 1914 on ne pensait pas que la guerre allait durer aussi longtemps et qu'elle allait être aussi brutale. En tout, pendant la Première Guerre mondiale, 7,5% des soldats français viennent des colonies et c'est encore plus pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, la Seconde Guerre mondiale, qu'on peut appeler aussi une guerre en quelque sorte, où la France, c'est la France des colonies, la majeure partie des troupes sont africaines en fait. Parce que les troupes africaines vont d'abord répondre sous le régime de Pétain, donc ils vont écouter Pétain, donc par exemple le 8 novembre 1942, ils vont refuser que les Alliés débarquent au Maroc, tout simplement parce qu'ils sont sous les troupes de Pétain. Mais dès fin du mois de novembre 1942, les troupes d'Afrique du Nord vont être contre Pétain et contre l'Axe parce que ils vont tout simplement attaquer des soldats de l'Axe et accepter que De Gaulle vienne en Afrique du Nord. Je pense que vous connaissez tous certaines opérations qui ont été menées pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc par exemple il y a l'opération Vésuve qui est menée en Corse, donc elle est menée par Giraud et ça va être 6 000 hommes qui vont être envoyés en Corse pour réussir à déloger 20 000 Allemands de la Corse. Voilà, vous vous doutez quand même, c'est assez inégalitaire. Mais ces 6 000 hommes viennent pratiquement tous du Maroc. Et la géographie et la géomorphologie du Maroc est assez semblable à celle de la Corse. Ce qui fait que, donc notamment ceux qui viennent du Maroc, vont avoir l'habitude des maquis et vont très vite, mais très vite, battre les Allemands. Donc, on n'aurait peut-être pas gagné sans eux. Mais l'opération la plus connue reste l'opération Dragoon, que vous connaissez sûrement sous le nom du débarquement en Provence, tout simplement, qui a été fait par Lattre de Tassigny. C'est 260 000 hommes qui vont débarquer dès le 15 août en Provence. Et il y a notamment la ville de Marseille qui va être libérée par le 3e division d'infanterie algérien. Donc c'est surtout des Algériens et des Marocains, donc c'est des tabors marocains, c'est comme ça qu'on les appelle, qui vont aller à Marseille, qui vont libérer donc certains endroits, et c'est notamment un groupe d'Algériens qui vont hisser le drapeau français sur Notre-Dame-de-la-Mer. Cet événement est très important pendant la guerre, notamment pour les Français qui arrivent à libérer donc Marseille et Toulon, mais aussi pour tout simplement les populations qui sont là et
C'est aussi une raison pour laquelle on va retrouver de très nombreuses personnes venues d'Afrique du Nord, donc vers Marseille, Toulon. C'est ce qu'on va voir plus tard. Mais en tout cas, dès novembre 1944, Lattre d'Assigny va dire que les troupes de l'armée d'Afrique ont l'impression d'être exploitées par la métropole. Parce qu'en effet, déjà, les soldats sont soumis au code de l'indigénat, notamment les tirailleurs sénégalais, ce qui fait qu'ils sont maltraités en quelque sorte. Après, en plus, la solde des soldats des colonies n'est pas la même que celle des soldats métropolitains. Et vous verrez ensuite, en voyant leur retraite, qu'elle est très différente et très inférieure. Les promotions sont très rares quand on est soldat venant des colonies, on ne peut pas vraiment avancer. Et en plus, surtout pour les soldats noirs, ça va être très compliqué. Les Allemands sont extrêmement racistes et surtout ont encore en travers l'épisode de la Ruhr. C'est-à-dire que pendant une certaine période, la Ruhr, qui est une région industrielle allemande, était occupée par les soldats français. Et sauf que les Français, pour humilier les Allemands, ont envoyé les soldats coloniaux. Soldats coloniaux qui se sont des fois entremêlés avec la population, et il y a notamment eu beaucoup d'enfants qui sont nés de ces unions entre des soldats africains et des femmes allemandes. C'est ce qu'on appelle les bâtards de la Ruhr, voilà, qui ont été assez malmenés pendant une bonne partie de la guerre. Et du coup, les Allemands ont ça en travers de la gorge, toujours, et ils vont être très méchants envers les soldats, vont les fusiller parfois sans réelle raison, enfin tout simplement parce qu'ils sont du camp inverse, alors que si c'est un soldat métropolitain blanc, il va être emmené en tant que prisonnier, là c'est pas forcément le cas. Et surtout, les Allemands vont commettre des actes, donc par exemple des viols, des vols, et vont demander à par exemple des préfets ou à des maires de dire que c'est les Noirs qui ont fait ça. L'épisode le plus connu est celui avec Jean Moulin, parce que les Allemands vont aller voir Jean Moulin et vont lui dire d'écrire une lettre où en disant que les viols, les meurtres et les vols qui ont été commis dans sa ville, où il est maire, je crois, ou préfet, et bien dire que c'est les Noirs des colonies françaises qui l'ont fait. Jean Moulin va refuser, va être emmené en prison, il va essayer de se suicider. Heureusement, il va être sauvé in extremis à ce moment-là, parce que peut-être que l'histoire aurait eu un total tournant. En plus, à partir de 1944, ça devient très difficile pour les indigènes de combattre, parce que eux combattent depuis les premières secondes de la Deuxième Guerre mondiale. Et en plus, beaucoup sont envoyés dans les Vosges, où il fait très froid et où en fait, tout simplement, le climat n'est pas adapté au climat qu'ils ont l'habitude. Vous vous doutez que quand on vient du Sénégal, se retrouver dans les Vosges, ça fait un peu mal au cœur. Ce qui fait que beaucoup sont touchés par les maladies dues à l'inadaptation climatique. Le général Guillaume, qui s'occupe des troupes dans les Vosges, va dire ma division est morte en 1944. Et c'est le cas, surtout que dès que l'Allemagne va être prise et que du coup la France va marcher sur l'Allemagne, on va renvoyer tous les soldats noirs, je dis bien tous les soldats noirs, il va y avoir des soldats algériens, marocains qui vont être présents lors de la marche sur l'Allemagne, mais aucun soldat noir, de couleur noire, il n'y en a pas. Donc par exemple, le régiment de tirailleurs sénégalais qui était dans les Vosges, qui était composé à 95% de soldats noirs, d'un coup se retrouve à 0 soldats noirs du jour au lendemain, à partir du moment où on dit il faut marcher sur l'Allemagne. La fin de la guerre est donc très mal vécue. Déjà, il y a ce côté assez malsain où ils sont renvoyés chez eux. Ils sont pas réellement renvoyés chez eux parce que des fois ils vont mettre 5-10 ans à retourner dans leur pays d'origine. Dès que la guerre est sonnée, que l'armistice est sonné, il va y avoir un peu des manifestations partout dans des pays, des colonies, tout simplement parce qu'ils sont heureux que la guerre soit finie, que la France ait gagné. À Alger, le 8 mai 1945, il y a donc une grande manifestation pour, en gros, la gloire de la France qui a gagné. Je vous rappelle que l'Algérie était française à l'époque, donc quand même les gens sont heureux que la France ait gagné contre les Allemands. Et donc des personnes vont en même temps demander cette liberté, cette égalité qu'ils pensaient avoir en rejoignant... Tout simplement, en fait, De Gaulle leur avait promis qu'ils allaient être libres, et s'ils n'étaient pas libres, ils allaient au moins être égaux pendant la guerre, et du coup ils se disaient la guerre est finie, c'est bon, on va avoir cette égalité ou cette liberté, donc voilà. Et les soldats coloniaux métropolitains qui étaient donc dans les colonies, donc notamment en Algérie, ont très mal vécu ça. Ils ont réprimandé très fortement cette manifestation. Ils ont demandé aux personnes de se mettre à genoux, de leur lécher les bottes. Et donc ils leur ont demandé de dire que Ferhat Abbas, qui était le chef de l'indépendance algérienne,
que c'était un chien et donc que eux c'était des chiens et donc ça a été très mal vécu. En plus, dès 59, une loi est passée, c'est la loi de la cristallisation, c'est-à-dire que les pensions d'invalidité dues à la Seconde Guerre mondiale ne bougeront plus, autant en France que pour les colonies. Donc, et là, on va voir qu'il y a une vraie différence de solde pour les différents soldats. Donc, un Français va gagner environ 690 €, donc de pension d'invalidité. On va dire que les Sénégalais ont assez de chance parce qu'ils gagnent 230 €, mais par contre au Cameroun c'est 100 € et puis au Maroc et au Tunisie on n'en parle pas parce que c'est 60 € par personne. Faut pas oublier que si ces guerres révèlent de vraies inégalités, c'est quand même grâce à ces guerres qu'un certain point a été franchi, un pas a été fait, parce que les deux guerres ont permis la rencontre entre deux personnes, entre deux races comme on appelait à l'époque, qui au final ne se connaissaient pas. C'était très rare pour un Français métropolitain de voir quelqu'un de noir, de voir quelqu'un qui venait des colonies. C'est à part lors des expositions universelles par exemple de 1930, donc avec l'exposition coloniale, mais ils étaient animalisés, voilà. Mais dans les tranchées déjà en 14, je veux dire, quand on se retrouvait dans une tranchée et qu'on savait qu'on allait mourir, que la personne qui était à côté de nous soit blanche, noire, de n'importe quelle couleur, la personne s'en moquait un peu. Certes, il y avait un racisme dans l'armée, mais au fur et à mesure de la guerre, au fur et à mesure que l'horreur avançait, le racisme disparaissait un peu. Parce qu'au final, ils étaient des frères de sang, ils étaient des frères de guerre. Ce qui fait que pendant les deux guerres, des régiments donc de tirailleurs sénégalais, mais d'Algériens, de Marocains aussi, ont reçu donc la Légion d'honneur donc par des présidents, etc. Et donc ça montre une certaine importance. Il y a aussi de nombreux témoignages lors de la délivrance des villes de Marseille et de Toulon, donc qui ont été faits par des Africains, comme je vous ai dit, notamment par des Algériens et des Marocains et des Tunisiens. Et il y a des vrais témoignages où donc les soldats des colonies disent qu'ils sont arrivés et ils étaient accueillis très chaleureusement, bien sûr, par la population qui était tout à fait heureuse de les voir et ils se disaient c'est bon, c'est nos sauveurs en quelque sorte. Donc on les a invités à venir boire un coup, à venir manger des trucs, etc. Et donc beaucoup se sont installés à ce moment-là et après donc dans les villes de Marseille et de Toulon et en fait sur la Provence, et ils disaient qu'ils étaient très bien accueillis au final parce que la population se souvenait que c'est grâce à eux qu'ils avaient été libérés et donc il leur était redevable en quelque sorte. Les soldats des colonies étaient aussi parfois mis en avant donc, dans la presse, notamment après la Première Guerre mondiale, de nombreux articles sont parus en disant en tête, ils étaient nos enfants, désormais ils ont gagné le droit d'être nos frères, voilà, avec quand même, mais même si après cette Première Guerre mondiale il y avait des idées donc d'égalité, comme je vous l'ai dit, il y a eu après l'exposition coloniale et il y avait des pubs comme celle de Banignac que vous connaissez sûrement avec le mythe du noir rigolo et sauvage. Et voilà une partie de l'histoire des soldats des colonies françaises africaines pendant les guerres mondiales. Comme vous voyez, ce n'est pas réduit seulement aux tirailleurs sénégalais, surtout que sous le nom de tirailleurs sénégalais, il y avait des personnes qui venaient de toutes les colonies. Ce sont surtout des peuples qui s'engageaient donc auprès de l'armée française pour certaines fonctions et qui étaient ensuite désignés comme tirailleurs, spahis ou zouaves. Aujourd'hui, le tabou des soldats colonisés commence à être brisé. C'est souvent très compliqué, mais ça essaie. Donc notamment avec le film Indigène qui a été réalisé par Rachid Bouchareb, vous pouvez le trouver facilement, et qui montre donc ce rôle des soldats des colonies africaines lors des guerres mondiales. Je vous cite quelques livres ou quelques articles qui peuvent être très intéressants si le sujet vous intéresse. Alors notamment, moi le livre que j'ai trouvé très intéressant, qui coûte pas du tout cher, qui est trouvable facilement d'occasion et franchement qui se lit très vite, c'est Paroles d'indigènes, les soldats oubliés de la Seconde Guerre mondiale d'Isabelle Bournier. Je vous mets de toute manière toute la biographie en barre d'infos. Je vous mets toute la biographie en barre d'infos. En fait dans ce livre, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il va avoir à la fin des documentaires en fait avec des lettres et des photos de soldats et franchement c'est très intéressant et c'est très touchant. Ensuite il y a deux articles que j'ai bien aimé lire, c'est Les tirailleurs de la Corne de l'Afrique, déconstruire le mythe du guerrier de Laurent Joly, donc publié dans le Mouvement Social, et La Force Noire, nos enfants, nos frères d'Antoine Champeau, Éric Desraux, et dans Inflexion, je vous mets des liens, pareil en fait on va nous parler des soldats pendant les guerres. Et enfin, parce qu'il faut le citer,
René Maran avec son roman Batouala qui a eu le prix Goncourt en 1921. René Maran n'est pas n'importe qui vu comme c'est un Français, mais des colonies, vu comme il vivait dans les colonies, c'était un indigène en quelque sorte, et donc à l'intérieur il va nous parler de la vie en Afrique à travers certains clichés, parce qu'il faut oublier qu'on est en 21 et qu'il a eu le prix Goncourt quand même, donc il fallait qu'il réponde à certains critères quand même de la part des métropolitains. Mais son roman est très intéressant et voilà, il va montrer des fois que ceux dans les colonies n'en peuvent plus. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors je sais qu'on est resté sur le thème des colonies, etc. Mais je vais essayer de varier et de trouver d'autres thèmes. Mais moi je trouve que c'est vraiment très intéressant et que c'est une histoire qu'on connaît pas forcément. Donc voilà, si vous saviez d'autres choses et que j'ai oublié ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et dites-moi si vous avez d'autres sujets que vous voudrez voir. N'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.